Chapitre 48. Conclusion de l'auteur. Après 6 années de travail, vécues sans la moindre pitié envers moi-même et dans un état de tension mentale presque incessante, j'ai enfin terminé hier de rédiger sous une forme accessible à tous, me semble-t-il, la première des 3 séries de livres que j'avais l'intention d'écrire et dans lesquels j'avais décidé d'exposer un ensemble d'idées dont le développement devait me permettre d'accomplir en théorie, avant d'en réaliser l'application pratique par un moyen déjà prévu et mis au point, 3 tâches que je m'étais fixées. Par la première série, détruire chez les gens tout ce qui, dans leur fausse représentation, leur paraît exister en réalité, en d'autres termes balayer sans merci tout le bric-à-brac accumulé dans le pensée humain au cours des âges. Par la seconde, préparer de nouveaux matériaux de construction, et par la troisième, édifier un monde nouveau. Ayant achevé la première série de ces livres, je suivrai maintenant une pratique établie sur Terre depuis longtemps déjà, celle de toujours conclure un grand ouvrage, parce que les uns nomment un épilogue, les autres une postface, d'autres encore un post-scriptum, etc. Et finirai moi aussi par quelque chose de ce genre. À cette fin, j'ai relu ce matin très attentivement la préface que j'avais écrite il y a 6 ans sous le titre « Éveil du pensée », dans l'intention d'y prendre les idées qui permettront de réaliser ce que j'appellerais une fusion logique de ce commencement avec la conclusion que je me propose d'écrire. En lisant ce premier chapitre, rédigé il y a seulement 6 ans, j'avais la sensation qu'il avait été écrit il y a très longtemps. Sensation qui apparaît sans doute aujourd'hui dans ma présence générale du fait que pendant ces années-là, je dus penser avec intensité et même, pourrait-on dire, expérimenter tout le matériel dont j'avais besoin pour écrire 8 forts volumes. Car ce n'est pas sans raison que dans cette branche de la vraie science relative aux lois d'association du pensée humain, qui nous est venue des temps les plus anciens, mais n'est connue que d'une petite minorité de nos contemporains, il a été établi que la sensation du cours du temps est directement proportionnelle à la qualité et à la quantité des pensées écoulées. Je lisais donc ce premier chapitre, dont j'avais profondément médité et expérimenté chaque aspect sous l'action presque exclusive d'une automortification volontaire, et que j'avais écrit à une époque où le fonctionnement de ma présence générale, fonctionnement qui engendre en l'homme ce que l'on appelle le pouvoir de se manifester de par sa propre initiative, était tout à fait désharmonisé, c'est-à-dire à l'époque où j'étais encore très malade des suites d'un accident que j'avais eu peu de temps auparavant, à l'issue d'une course folle où mon automobile était venue s'écraser à toute volée contre un arbre, témoin silencieux de la fuite désordonnée des siècles, sur la route historique entre la capitale du monde, Paris, et la ville de Fontainebleau, course qui, selon toute saine compréhension humaine, aurait dû mettre un terme à ma vie, et soudain se fit jour en moi une décision bien arrêtée. Me rappelant l'état dans lequel j'étais pendant la période où j'écrivais ce premier chapitre, je ne peux m'empêcher ici, en raison de certaines petites faiblesses qui me fait toujours éprouver une intime satisfaction chaque fois que je vois apparaître, sur la face des estimables représentants actuels de la science exacte, ce sourire qui n'appartient qu'à eux seuls, d'ajouter que si, après cet accident, mon corps fut meurtri et démantibulé au point d'offrir pendant de longs mois un tableau qui aurait pu être intitulé « Un morceau de viande vivante dans un lit propre », néanmoins mon esprit, ou ce que l'on appelle habituellement ainsi, soumis depuis longtemps à une juste discipline, ne se trouva nullement déprimé, malgré l'état physique de mon corps, comme il aurait dû l'être selon toutes leurs notions. Bien au contraire, son pouvoir se trouvait même accru par l'excitation intense qu'avait fait surgir en lui, juste avant l'accident, les déceptions répétées que me causèrent les hommes, surtout ceux qui se consacrent à la science, comme ils disent, et la désillusion que me valut cet idéal peu à peu formé en ma présence générale sous l'effet d'un commandement inculqué dès mon enfance et rappelant que le but le plus élevé et le sens même de la vie humaine est de s'efforcer au bien de son prochain, ce qui n'est possible que par un renoncement conscient au sien. Ainsi, après avoir relu avec attention ce chapitre d'introduction à la première série, écrit dans les conditions que j'ai dites, et m'étant rappelé par association les textes des nombreux chapitres suivants qui, selon ma conviction, était de nature à produire dans le conscient des lecteurs des impressions inhabituelles, engendrant toujours des résultats substantiels, je décidai, ou plus exactement ce quelque chose de dominant dans ma présence générale, qui représente aujourd'hui la somme des résultats issus des données cristallisées durant ma vie, données suscitant généralement en l'homme qui s'est fixé pour but d'acquérir au cours de son existence responsable un pensée actif impartial,
la capacité de pénétrer et de comprendre le psychisme des types d'hommes les plus différents, je décidai, dis-je, sous l'effet de l'impulsion appelée amour du prochain, qui au même moment surgissait en moi, de me borner, pour conclure cette première série, à reproduire le texte de la première des nombreuses conférences lues en public à l'époque où existait encore l'établissement fondé par moi sous le nom d'Institut pour le développement harmonique de l'homme. Cet institut, disons-le en passant, n'existe plus, et il me paraît à la fois nécessaire et opportun, surtout pour apaiser certaines personnes en divers coins du monde, de déclarer sans réserve que je l'ai liquidé complètement et à jamais. Ce ne fut d'ailleurs pas sans une inexprimable impulsion de tristesse et de découragement que je me vis contraint de prendre la décision de liquider cet institut, ainsi que tout ce qui avait été organisé et préparé avec tant de soin, en vue de l'ouverture en plusieurs pays l'année suivante de 18 de ces sections. Bref, d'abandonner tout ce que j'avais créé jusqu'alors par un labeur presque surhumain. Il me fallut pourtant m'y résoudre, parce que 3 mois environ après l'accident dont j'ai parlé, le fonctionnement de mon pensée ordinaire s'étant plus ou moins rétabli, bien que mon corps fût resté tout à fait impuissant, je compris que tenter de sauvegarder l'existence de cet institut, en l'absence de vrais hommes à mes côtés, et dans l'impossibilité où l'on serait sans mon aide de se procurer les énormes moyens matériels qu'il exigeait, aboutirait fatalement à une catastrophe, dont le résultat pour moi-même dans ma vieillesse, comme pour de nombreuses personnes dépendant entièrement de moi, serait de végéter à demi affamé. La conférence que je me propose d'ajouter en conclusion de cette première série fut lue plus d'une fois, pendant l'existence de l'Institut, par mes élèves de premier rang, comme on les appelait alors. Certains d'entre eux, à mon plus sincère regret, manifestèrent par la suite une fâcheuse prédisposition de leur essence à une transformation rapide de leur psychisme en psychisme asnamoussien, prédisposition qui devint bientôt évidente et perceptible à toutes les personnes plus ou moins normales de leur entourage au moment de la crise inévitable, provoquée par mon accident, de tout ce que j'avais réalisé auparavant, car on les vit tous trembler pour leur peau, terrorisés à l'idée de perdre leur bien-être personnel, dont ils m'étaient d'ailleurs redevables, puis, désertant l'œuvre commune, la queue entre les pattes, rentrer furtivement dans leur niche, où, profitant des miettes tombées de mon festin d'idées, ils ouvrirent ce que j'appellerais leurs officines de traficage, et avec un secret sentiment d'espoir et peut-être même de joie à la pensée de se voir bientôt délivrés à tout jamais de mon vigilant contrôle, commencèrent à fabriquer, avec toutes sortes de pauvres naïfs, des clients pour asile de fous. Et j'ai choisi cette conférence parce que, dès le moment où j'entrepris de propager les idées que je voulais faire pénétrer dans la vie des hommes, elle fut spécialement conçue, ici en Europe, pour servir d'introduction à la série complète des conférences dont l'ensemble seul pouvait mettre en lumière, sous une forme accessible à tous, la nécessité et même l'impérieuse obligation d'une mise en pratique effective des vérités immuables que j'avais élucidées et établies au cours d'un demi-siècle de travail actif de jour et de nuit, et prouvé en même temps qu'il est réellement possible de faire servir ces vérités au bien de tous. D'autre part, me trouvant dans l'auditoire à la dernière lecture qui en fut faite, j'y ajoutai un supplément correspondant en tout point à la pensée secrète insérée par M. Belzébuth lui-même dans ce que j'appellerais son accord final, et ce supplément, en illuminant une fois de plus cette suprême vérité objective, permettra, selon moi, au lecteur de la percevoir et de l'assimiler comme il convient à un être qui se prétend à l'image de Dieu. Première conférence. Diversité, conforme aux lois, des manifestations de l'individualité humaine. Lu pour la dernière fois au Neighborhood Playhouse à New York en janvier 1924. Comme il ressort à la fois des investigations de nombreux savants des époques passées et des recherches menées selon des méthodes tout à fait exceptionnelles par l'Institut pour le développement harmonique de l'homme de M. Gurdjieff, l'individualité intégrale de tout homme, conformément aux lois supérieures ainsi qu'aux conditions du processus de vie des hommes qui se sont établis sur cette terre depuis le commencement et s'y sont fixés peu à peu, quelle que soit l'hérédité dont cet homme est le résultat, et quelles que soient les conditions accidentelles de son apparition et de son développement, cette individualité, disons-nous, pour répondre dès le début de l'âge responsable au sens et à la prédestination de son existence en tant qu'homme et non pas en tant que simple animal, doit simplement consister en 4 personnalités distinctes, bien déterminées. La première de ces 4 personnalités indépendantes n'est rien d'autre que l'ensemble du fonctionnement automatique, propre à l'homme comme à l'animal,
dont les données se composent d'une part de la somme totale des résultats des impressions reçues depuis la naissance, et provenant aussi bien de la réalité environnante que de tout ce qui a été intentionnellement implanté en eux, et d'autre part des résultats du processus, inhérent lui aussi à tout animal que l'on nomme rêverie. L'ensemble de ce fonctionnement automatique est ce que la plupart des gens appellent dans leur ignorance le conscient, ou dans le meilleur des cas, le pensé. La seconde des quatre personnalités, ayant le plus souvent un fonctionnement tout à fait indépendant de la première, est la somme des résultats de celle des données qui se déposent et se fixent en la présence de l'homme, comme en celle de tout animal, à travers ces 6 organes récepteurs de vibrations de qualité différentes, organes qui fonctionnent conformément aux nouvelles impressions perçues et dont la sensibilité dépend de l'hérédité et des conditions dans lesquelles s'est effectuée la formation préparatoire à une existence responsable. La troisième partie indépendante d'un être intégral représente à la fois le fonctionnement de base de son organisme et le jeu des manifestations réflexo-motrices agissant les unes sur les autres à l'intérieur de ce fonctionnement, manifestations dont la qualité dépend elle aussi de l'hérédité et des diverses conditions de la formation préparatoire de cet être. Quant à la quatrième personnalité de l'homme, qui devrait représenter elle aussi l'une des parties distinctes de l'individu intégral, elle n'est autre chose que la manifestation de l'ensemble des résultats du fonctionnement déjà automatisé des 3 personnalités énumérées, séparément formées en lui et indépendamment éduquées. En d'autres termes, elle est ce qui dans un être est appelé le moi. Dans la présence générale de l'homme, il existe pour la spiritualisation et la manifestation de chacune des 3 parties, séparément formées, de son tout intégral, ce que l'on appelle une localisation centre de gravité indépendante, c'est-à-dire un cerveau. Et chacune de ces localisations, avec son système entier, possède, pour l'ensemble de ces manifestations, des particularités et prédispositions propres à elle seule. En conséquence, pour que le perfectionnement intégral de l'homme soit possible, il est tout à fait indispensable d'appliquer à ces 3 parties la juste éducation qui convient à chacune d'elles, et non pas le traitement qui leur est infligé de nos jours sous ce même nom d'éducation. Alors seulement le moi, qui doit être en l'homme, sera son propre moi. D'après les recherches expérimentales déjà signalées, et poursuivies pendant de longues années sur des bases sérieuses, comme d'ailleurs d'après une réflexion saine et impartiale accessible même à un homme contemporain, la présence générale de chacun, et surtout de celui qui, on ne sait trop pourquoi, émet la prétention de ne pas être un homme du commun, mais un intellectuel au vrai sens du mot, devrait se composer de ces 4 personnalités distinctes, pleinement caractérisées, et chacune d'elles devrait être développée de manière appropriée, afin que, pendant l'existence responsable, les manifestations de toutes ces personnalités distinctes s'harmonisent entre elles. Pour mettre en pleine lumière la diversité d'origine et de nature des personnalités qui peuvent se manifester dans l'organisation générale de l'homme, et bien marquer la différence entre le moi qui doit être dans la présence générale d'un homme sans guillemets, c'est-à-dire d'un vrai homme, et le pseudo-moi que les gens confondent aujourd'hui avec lui, on pourrait avoir recours à une excellente analogie. Elle a été mise, comme on dit, à toutes les sauces, à force d'être employée par ceux que l'on nomme spirites, occultistes, théosophes et autres spécialistes contemporains de la pêche en eau trouble, dans leur ragot sur le corps astral, le corps mental et autres corps qu'ils supposent exister dans l'homme. Cependant, elle garde sa valeur pour éclairer la question que nous examinons en ce moment. L'homme, envisagé comme un tout, avec ses localisations distinctes, fonctionnant séparément, ou mieux avec toutes ses personnalités, formées et éduquées indépendamment les unes des autres, offre une similitude presque parfaite avec un équipage destiné au transport d'un passager et composé d'une voiture, d'un cheval et d'un cocher. Il faut remarquer avant tout que la différence entre un vrai homme et un pseudo-homme, c'est-à-dire entre l'homme qui a son propre moi et celui qui ne l'a pas, est mise en évidence dans cette comparaison par le passager assis dans la voiture. Dans le premier cas, celui du vrai homme, le passager est le maître, tandis que dans le second, il n'est que le premier passant venu qui, comme le client d'un fiacre-taxi, change à tout instant. Le corps physique de l'homme, avec toutes ses manifestations réflexo-motrices, correspond simplement à la voiture elle-même. L'ensemble du fonctionnement et des manifestations du sentiment correspond au cheval attelé à la voiture et qui la tire. Quant au cocher sur son siège, conduisant le cheval, il représente ce que l'on nomme habituellement le conscient ou le pensé,
Enfin, le passager assis dans la voiture et qui commande au cocher est ce que l'on appelle le moi. Tout le malheur des hommes contemporains vient essentiellement de ce qu'en raison des méthodes d'éducation anormalement infligées partout à la jeune génération, la quatrième personnalité, qui devrait être présente en tout homme ayant atteint l'âge responsable, leur fait entièrement défaut, et ils ne comportent presque tous que les 3 premières parties énumérées, qui se sont d'ailleurs formées toutes seules, et n'importe comment. En d'autres termes, les hommes contemporains d'âge responsable ne représentent rien de plus qu'un fiacre taxi. Et dans quel état? Une voiture délabrée dont les beaux jours sont loin, une vieille rosse de cheval, et sur le siège un cocher en loques, moitié endormi, moitié ivre, moitié drogué, qui passe le temps assigné par la mère nature pour le perfectionnement de soi, à attendre, au coin des rues, perdu dans des rêveries fantastiques, quelques passagers d'occasion. Le premier passant venu le hèle, le loue à l'heure, dispose de lui à son gré, et non seulement de lui, mais de toutes les parties de l'équipage qui lui sont soumises. Si nous poursuivons cette comparaison entre un homme contemporain typique, avec ses pensées, ses sentiments, son corps, et un fiacre taxi avec cheval et cocher, il nous apparaîtra clairement qu'en chacune des parties constituantes de ces 2 assemblages doivent se former des habitudes, des besoins et des goûts nettement définis n'appartenant qu'à elles seules. En effet, conformément à leur diversité d'origine, aux conditions de leur formation et à leurs possibilités particulières, doivent se constituer en chacune d'elles son propre psychisme, ses propres notions, ses propres règles subjectives, ses propres points de vue, et ainsi de suite. L'ensemble des manifestations du penser humain, avec toutes les inhérences propres à son fonctionnement et toutes ses particularités spécifiques, correspond presque à tous égards à l'essence et aux manifestations d'un typique cocher de fiacre. Comme tous les cochers de fiacre en général, il est du genre collignon. Il n'est pas complètement illettré, attendu que la législation de son pays a décrété l'instruction publique obligatoire, et qu'il lui a bien fallu, dans son enfance, user de temps à autre ses fonds de culotte sur les bancs de l'école des frères de la paroisse. Bien qu'il vienne lui-même de la campagne, et soit demeuré aussi ignare que ses compagnons restés au village, néanmoins, appelé de par sa profession à se frotter à des gens de niveau et d'éducation différents, il a ramassé de ci de là tout un choix d'expressions, recouvrant des notions variées. Et maintenant il regarde de son haut, avec un parfait mépris, tout ce qui vient du village, le rejetant avec indignation comme obscurantisme. Bref, c'est un type auquel s'applique parfaitement cet adage. Corneille, Corneille, tu perds ton temps, jamais tu ne seras un pan. Il se tient pour compétent, même en matière de religion, de politique et de sociologie. Avec ses égaux, il aime à discuter. Avec ceux qu'il considère comme ses inférieurs, il enseigne. Avec ses supérieurs, il se montre flatteur, servile. Il est à 4 pattes devant eux. Une de ses plus grandes faiblesses est de courir après les femmes de chambre et les cuisinières du quartier. Mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est, après un bon gueuleton, siroter 1 ou 2 petits verres, après quoi, pleinement repu, à demi assoupi, il rêve. Pour satisfaire ses faiblesses, il vole régulièrement une partie de l'argent que lui a confié son maître pour le fourrage du cheval. Comme tout mercenaire, notre Collignon ne marche qu'à coups de trick, et s'il lui arrive de faire quelque chose sans être talonné, c'est toujours dans l'attente d'un pourboire. Cet attrait du pourboire l'a peu à peu amené à deviner certaines faiblesses des gens auxquels il a affaire, pour en tirer profit. Et il a automatiquement appris à ruser, à flatter, à passer de la pommade, bref, à mentir. Dès qu'une occasion se présente, et qu'il a un moment libre, il se faufile dans un café ou dans un bar, où il reste des heures à rêvasser devant un verre de vin, à faire la conversation avec un type de son espèce, ou encore à lire le journal. Il tâche d'avoir l'air imposant, porte la barbe, et s'il est maigre, rembourse ses vêtements pour paraître plus important. Quant au centre du sentiment, l'ensemble de ses manifestations et le système entier de son fonctionnement correspondent on ne peut mieux au cheval du fiacre taxi. Cette comparaison du cheval et de l'organisation du sentiment humain nous permettra d'ailleurs de mettre en évidence le caractère erroné et unilatéral de l'éducation infligée aujourd'hui à la jeune génération. Le cheval,
par suite de la négligence dont fit preuve son entourage dès son plus jeune âge, et du fait de sa constante solitude, s'est en quelque sorte renfermé en lui-même. En d'autres termes, sa vie intérieure s'est vue refoulée, et il ne dispose plus pour ses manifestations extérieures que de la seule force d'inertie. En raison des anormales conditions environnantes, il n'a jamais reçu d'éducation spéciale. Il a grandi et s'est formé sous la seule influence de rossées brutales et de perpétuelles vociférations. On l'a toujours tenu à l'entrave, et quant à sa nourriture, en guise de foin et d'avoine, il n'a jamais reçu que de la paille, ce qui ne correspond en rien à ses besoins réels. N'ayant jamais perçu dans aucune manifestation de son entourage le moindre signe de tendresse ou d'amitié, le cheval est prêt maintenant à se donner de tout son être à quiconque lui fera la moindre caresse. Tant et si bien que les tendances du cheval, sevrées de toute aspiration et de tout intérêt, doivent inévitablement se concentrer sur le manger, sur le boire et sur une attraction automatique pour l'autre sexe. Aussi rôde-t-il toujours là où il peut les satisfaire, et si par hasard il aperçoit quelque endroit où l'un de ses besoins a été assouvi, ne serait-ce qu'une fois, il guette l'instant propice pour s'y échapper. Il faut encore ajouter que, tout en ayant une compréhension très faible de ses devoirs, le cocher est encore capable de penser, tant soit peu logiquement, et, tenant compte du lendemain, de chercher, dans la crainte de perdre sa place, ou l'espoir de recevoir une récompense, à faire quelque chose pour son maître, sans y être littéralement forcé. Mais le cheval, en l'absence de toute éducation spéciale, adaptée à sa nature, n'a reçu en temps voulu aucune donnée qui lui permette de manifester les aspirations qu'exige une existence responsable. Il ne peut donc comprendre, et on ne peut même pas attendre de lui qu'il comprenne, pourquoi il devrait faire quelque chose. Aussi considère-t-il ses obligations avec une totale indifférence, et ne travaille-t-il que par peur d'une rossée supplémentaire. Quant à la voiture, qui dans notre analogie correspond au corps considéré isolément des autres parties indépendantes de la présence générale de l'homme, sa situation est encore pire. Cette voiture, comme toutes les voitures, est faite de matériaux divers. Sa construction est des plus compliquées. Elle avait été destinée, cela semblera évident à tout homme de jugement sain, au transport de tout fardeau et non pas à l'usage que l'on en fait aujourd'hui, c'est-à-dire au seul transport des clients de passage. La principale cause des innombrables malentendus dont elle est victime tient au fait qu'elle avait été prévue pour circuler par les chemins vicinaux et que les maîtres carrossiers avaient agencé en conséquence certains détails intérieurs de sa construction. Par exemple, le principe du graissage, qui est l'un des principaux besoins d'un véhicule fait de matériaux multiples, avait été conçu de telle façon que la graisse pût se répandre sur toutes les pièces métalliques sous la seule action des secousses dues aux carreaux, inévitables sur de tels chemins. Or, cette voiture, destinée à de petits chemins vicinaux, stationne maintenant le plus souvent en ville, et quand elle roule, c'est sur des avenues asphaltées, unies comme des billards. Faute de secousses, le graissage de toutes les pièces ne se fait plus uniformément. Aussi, certaines d'entre elles finissent-elles par rouiller, et cessent-elles de remplir le rôle qui leur était assigné. En règle générale, une voiture roule bien lorsque ses parties mobiles sont bien graissées. Si elles ne le sont plus suffisamment, elle chauffe, et, portée au rouge, abîme les pièces voisines. Par ailleurs, s'il y a quelque part excès de graissage, la bonne marche de la voiture est compromise. Dans l'un et l'autre cas, il devient de plus en plus difficile pour le cheval de la tirer. Le cocher contemporain, notre Collignon, ignore tout cela. Il n'a pas la moindre idée de cette nécessité d'un graissage uniforme de sa voiture, et même s'il la graisse, il le fait sans connaissance véritable, par ouï-dire, suivant aveuglément les suggestions du premier venu. Aussi, lorsque cette voiture, maintenant plus ou moins adaptée à des routes unies, doit pour une raison quelconque se risquer à passer par un chemin de traverse, lui arrive-t-il toujours quelque chose. Tantôt c'est un écrou qui saute, tantôt c'est un boulon tordu. Il y a toujours une pièce qui se détraque, et après de telles tentatives, le voyage se termine rarement sans réparation plus ou moins considérable. Dans tous les cas, il est devenu aujourd'hui de plus en plus dangereux de se servir de cette voiture pour les fins auxquelles elle était destinée. Si l'on se met à réparer, il faut d'abord tout démonter, examiner les pièces une par une, et, comme toujours en pareil cas, les passer au pétrole afin de bien les nettoyer avant de tout remonter. Bien souvent, d'ailleurs, il s'avérera urgent de changer une pièce importante. Tout cela n'est pas grave s'il ne s'agit que d'une pièce bon marché,
mais il arrive parfois que la réparation coûte plus cher que l'achat d'une voiture neuve. Or, il est clair que tout ce qui vient d'être dit à propos des parties distinctes dont l'assemblage constitue un fiacre taxi s'applique exactement à l'organisation générale de la présence de l'homme. En raison de l'absence, chez nos contemporains, de toute connaissance et de toute capacité à préparer convenablement les adolescents à une existence responsable en éduquant les différentes parties qui composent leur présence générale, chaque homme apparaît aujourd'hui comme quelque chose de vraiment absurde et comique au plus haut point, offrant, pour reprendre notre exemple, un tableau de ce genre. Une voiture du dernier modèle, à peine sortie de l'usine, vernissée par d'authentiques carrossiers allemands de la ville de Barmen, et entre les brancards, cette sorte de cheval que l'on nomme dans le pays de Transcaucasie un Dlogzi-Dzi. Dzi, ça veut dire cheval. Dlogz étant le nom d'un certain Arménien expert en l'art d'acheter et d'écorcher les canassons. Sur le siège de cette voiture de grand style se tient un cocher somnolent, mal rasé, hirsute, vêtu d'une redingote graisseuse, qu'il a ramassé dans la poubelle où il l'avait jeté comme un haillon Margoton, la fille du cuisinier. Sur sa tête reluit un haut de forme flambant neuf, exacte réplique de celui de Rockefeller, tandis qu'à sa boutonnière s'épanouit un énorme chrysanthème. Et l'homme contemporain doit inévitablement présenter cet aspect bouffon, car depuis le premier jour de son apparition, ces trois parties formées en lui, et qui, bien qu'étant d'origine différente et possédant chacune des propriétés de qualité distinctes, auraient dû néanmoins, pour servir un but unique, dès son entrée dans l'existence responsable, constituée par leur ensemble même, son tout intégral, commencent à vivre isolément, pour ainsi dire, et à se fixer chacune dans des manifestations spécifiques, sans jamais s'habituer à se prêter mutuellement le soutien automatique indispensable, non plus qu'à se comprendre les unes les autres, même de façon approximative. Aussi plus tard, lorsque sont requises des manifestations concertées, celles-ci ne peuvent-elles se produire. Certes, grâce au système d'éducation de la nouvelle génération, déjà solidement établi dans la vie de l'homme, et dont l'unique principe consiste à suriner aux élèves jusqu'à complet abrutissement une multitude de mots et d'expressions vides de sens, et à leur faire reconnaître, à la seule différence de sonorité, la réalité qu'ils sont censés signifier, le cocher est encore capable d'expliquer tant bien que mal à ceux qui sont du même type que lui les désirs qu'il éprouve, et parfois de comprendre tant soit peu ses semblables. Par ses bavardages avec les autres cochers, en attendant le client, et par ses flirts répétés au sein des portes avec les servantes du voisinage, notre Collignon sait même assimiler diverses formes de savoir-vivre. Il s'est également adapté aux conditions extérieures de la vie des cochers en général. Par exemple, il s'est automatisé à distinguer une rue d'une autre, et à trouver, devant une voie barrée pour cause de travaux, quelque autre chemin pour se rendre à l'adresse voulue. Mais le cheval, s'il est vrai que cette funeste invention contemporaine que l'on nomme éducation ne s'étend pas jusqu'à lui, ce qui préserve de l'atrophie ses facultés héréditaires, sa formation s'effectue cependant dans les conditions anormales du processus d'existence ordinaire. Aussi grandit-il oublié de tous, comme un orphelin, et par surcroît maltraité, n'acquérant rien qui corresponde au psychisme bien déterminé de son cocher, ni à son savoir, si bien qu'il demeure tout à fait ignorant des formes de relations réciproques devenues habituelles à ce dernier, et qu'entre eux ne s'établit en définitive aucun contact qui leur permette de se comprendre. Il se peut néanmoins que dans sa vie renfermée, le cheval en vienne à découvrir quelques formes de relation avec son cocher, et même à se familiariser avec quelques langages, mais par malheur le cocher l'ignore et ne soupçonne même pas que la chose soit possible. En dehors du fait que, dans ces conditions anormales, aucune donnée ne se constitue entre le cheval et le cocher, pour leur permettre si peu que ce soit de se comprendre automatiquement, il y a encore beaucoup d'autres raisons extérieures, indépendantes d'eux, qui leur enlèvent toute possibilité d'atteindre ensemble le but unique auquel ils ont été destinés. En effet, de même que les différentes parties indépendantes d'un fiacre-taxi sont reliées entre elles, la voiture au cheval par les brancards et le cheval au cocher par les rênes, de même, toutes les parties distinctes de l'organisation générale de l'homme sont reliées entre elles, le corps avec l'organisation du sentiment par le sang, et l'organisation du sentiment avec celle du pensée par ce qui est appelé Gamblezoin, c'est-à-dire par cette substance qui se constitue dans la présence générale de l'homme à partir de tous les efforts éthriques intentionnellement accomplis. Le déplorable système d'éducation actuel a abouti à ce résultat que le cocher a cessé d'avoir sur son cheval la moindre influence. C'est tout juste s'il peut susciter dans le conscient de l'animal, au moyen des rênes, ces trois idées.
droite, gauche et stop. Et encore, n'en est-il pas toujours ainsi, car les rennes sont faites en général de matériaux qui réagissent à tous les phénomènes atmosphériques. Par exemple, sous une pluie battante, elles gonflent et s'allongent. Quand il fait chaud, c'est le contraire. Aussi, leur action sur la sensibilité automatisée de perception du cheval est-elle variable. La même chose se produit dans l'organisation générale de l'homme ordinaire, toutes les fois que se modifie en lui, sous l'effet d'une impression quelconque, ce que l'on pourrait appeler la densité et le rythme du Gamblezäun. Sa pensée perd alors toute possibilité d'action sur l'organisation du sentiment. Ainsi donc, pour résumer tout ce qui vient d'être dit, il nous faut bon gré mal gré reconnaître que tout homme doit s'efforcer d'avoir son propre moi. Autrement, il ne sera jamais qu'un fiacre taxi où pourra prendre place n'importe quel passager qui disposera de lui à sa guise. Il ne sera d'ailleurs pas superflu d'indiquer ici que l'Institut pour le développement harmonique de l'homme s'est donné pour but, entre autres tâches fondamentales, d'une part d'éduquer en ses élèves d'abord séparément puis dans leurs relations réciproques, selon les besoins de leur vie subjective future, chacune des trois personnalités indépendantes dont nous avons parlé. D'autre part, d'engendrer et de développer en eux ce que devrait avoir chaque porteur du nom d'homme sans guillemets, son propre moi. Pour une définition plus exacte et pourrait-on dire scientifique de la différence qui existe entre un vrai homme, c'est-à-dire un homme égal à ce qu'il devrait être, et un homme entre guillemets, tel que le sont devenus la plupart de nos contemporains, il convient de citer ici ce qu'en disait un jour Gurdjieff dans l'une de ses conférences. Il s'exprima ainsi. Pour définir l'homme, considéré de notre point de vue, les sciences modernes, anatomiques, physiologiques ou psychologiques, ne sauraient nous aider puisque chacune des caractéristiques qu'elles décrivent se retrouve à un degré ou à un autre chez tout homme sans exception. Par conséquent, elles ne nous permettraient pas de marquer la différence exacte que nous voulons établir entre les hommes. La mesure de cette différence ne peut être donnée que par la formule suivante. L'homme est un être qui peut faire, et faire signifie agir consciemment et de par sa propre initiative. Et vraiment, tout homme de jugement plus ou moins sain et capable d'être tant soit peu impartial, doit admettre que jusqu'ici il n'y a eu et qu'il ne saurait y avoir de définition plus complète et plus exhaustive. Si l'on accepte ne serait-ce que provisoirement cette définition, une question surgit aussitôt. Un homme qui est le produit de l'éducation et de la civilisation contemporaine peut-il faire quoi que ce soit consciemment et de par sa propre volonté? Non, répondons-nous d'emblée. Et pourquoi non? Pour cette seule raison déjà que, comme l'Institut pour le développement harmonique de l'homme le démontre et l'affirme catégoriquement, en s'appuyant sur des preuves expérimentales, tout sans exception, du commencement jusqu'à la fin, se fait de soi-même chez l'homme contemporain. Il n'y a rien qu'un homme contemporain fasse lui-même. Dans sa vie personnelle, familiale et sociale, en politique, en sciences, en art, en philosophie, en religion, bref, en tout ce qui constitue le processus de vie ordinaire de l'homme contemporain, tout, du commencement jusqu'à la fin, se fait de soi-même. Et il n'est pas une seule de ces victimes de la civilisation contemporaine qui puisse faire quoi que ce soit. Et cette affirmation catégorique, expérimentalement prouvée par l'Institut pour le développement harmonique de l'homme, à savoir que l'homme ordinaire ne peut rien faire, mais que tout se fait de soi-même en lui, coïncide avec ce que dit de l'homme la science positive exacte contemporaine. La science positive exacte contemporaine dit que l'homme est un organisme très compliqué qui s'est développé par évolution à partir des organismes les plus simples et qui est devenu capable maintenant de réagir d'une manière très complexe aux impressions extérieures. Cette capacité de réaction de l'homme est à ce point complexe et les mouvements réflexes peuvent être à ce point éloignés des causes qui les ont provoqués et les conditionnent que pour un observateur naïf, les actions de l'homme, ou du moins une partie d'entre elles, semblent tout à fait spontanées. Mais selon les idées de Gurdjieff, l'homme ordinaire est réellement incapable du moindre geste, de la moindre parole, indépendant et spontané. Il n'est tout entier que le résultat d'influences extérieures. L'homme est une machine transformatrice, une sorte de station transmettrice de force. Ainsi, du point de vue de l'ensemble des idées de Gurdjieff, et en parfait accord avec la science positive exacte contemporaine, l'homme ne diffère des animaux que par une plus grande complexité dans ses réactions aux impressions extérieures et dans la structure de son système de perception.
Quant à ce que l'on attribue à l'homme et que l'on appelle volonté, Gurdjieff nie complètement la possibilité de son existence dans la présence générale de l'homme ordinaire. La volonté est une certaine combinaison obtenue à partir des résultats de propriétés bien définies, spécialement élaborées en eux par les hommes qui peuvent faire. Dans la présence des hommes ordinaires, ce qu'ils appellent leur volonté n'est rien d'autre que la résultante des désirs. La vraie volonté est le signe d'un très haut degré d'être, en comparaison de l'être des hommes ordinaires, et seuls ceux qui possèdent un tel être peuvent faire. Tous les autres ne sont que des automates, des machines ou des jouets mécaniques mis en mouvement par des forces extérieures qui n'agissent que dans la mesure où agit, au gré des conditions extérieures, le ressort placé en eux. Or ce ressort, ils ne peuvent ni l'allonger, ni le raccourcir, ni le modifier, de par leur propre initiative. Ainsi, tout en reconnaissant à l'homme les plus grandes possibilités, lui refusons-nous toute valeur en tant qu'unité indépendante, aussi longtemps qu'il demeurera ce qu'il est aujourd'hui. Afin de souligner cette totale absence de volonté chez l'homme ordinaire, nous ajouterons ici un passage emprunté à une autre conférence de Gurdjieff, où les manifestations de cette fameuse volonté attribuée à l'homme sont pittoresquement décrites. S'adressant à l'une des personnes présentes, il avait dit « Vous jouissez d'une fortune considérable et de somptueuses conditions d'existence. Vous bénéficiez du respect et de l'estime universelle. À la tête des importantes entreprises que vous contrôlez se trouvent des hommes capables, qui vous sont entièrement dévoués. En un mot, votre vie est un vrai lit de roses. Vous disposez de votre temps comme bon vous semble. Vous patronnez les arts. Vous tranchez une affaire de portée mondiale en prenant votre café, et vous vous intéressez même au développement des forces spirituelles secrètes de l'homme. Vous n'êtes pas étranger aux choses de l'esprit, et vous sentez à l'aise devant toute question philosophique. Vous êtes instruit et érudit. Grâce à vos connaissances étendues dans les domaines les plus variés, vous avez la réputation d'un homme intelligent, habile à résoudre n'importe quel problème. Vous êtes le modèle de l'homme cultivé. Tous ceux qui vous connaissent vous regardent comme un homme d'une grande volonté, et la plupart considèrent même vos succès comme les résultats de la manifestation de cette volonté. Bref, vous êtes à tous égards digne d'être pris en exemple, et il ne reste qu'à vous envier. Ce matin, vous vous êtes réveillé quelque peu déprimé par un mauvais rêve. Ce léger malaise devait se dissiper rapidement, mais il a néanmoins laissé sa trace. Une certaine langueur, une hésitation dans vos mouvements. Vous vous dirigez vers le miroir afin de vous coiffer et la brosse vous échappe. Vous venez juste de la ramasser, elle s'échappe de nouveau. Vous la ramassez alors avec une légère impatience. Elle glisse de vos mains pour la 3e fois. Vous essayez de la rattraper au vol, mais un geste maladroit de votre main la lance contre le miroir, vous vous précipitez, trop tard, crac. Voici un bouquet d'étoiles dans ce miroir ancien dont vous étiez si fier. Ah, le diable l'emporte. Et vous éprouvez aussitôt le besoin de passer votre colère sur quelque chose ou sur quelqu'un. Ne trouvant pas votre journal à côté de votre tasse de café parce que le domestique l'a oublié, la coupe de votre impatience déborde et vous décidez que pareil vaurien ne saurait demeurer plus longtemps dans votre maison. L'heure est venue de sortir. Comme il fait un temps merveilleux et que vous n'allez pas loin, vous dites au chauffeur que vous irez à pied. Derrière vous roule silencieusement la superbe voiture que vous venez d'acheter. Le beau soleil produit sur vous un effet apaisant. Un attroupement qui s'est formé au coin de la rue attire votre attention. Vous vous approchez et au milieu de la foule, vous voyez un homme évanoui étendu sur le trottoir. Un agent aidé de quelques badauds porte l'homme dans un taxi pour le mener à l'hôpital. Faites donc attention à la ressemblance qui existe entre le visage du chauffeur de taxi et celui de cet ivrogne que vous avez renversé l'an dernier, lorsque vous reveniez légèrement ivre vous-même de fêter un joyeux anniversaire. Et remarquez comme se lie en vos associations cet accident du coin de la rue et la tarte que vous avez mangée ce jour-là. Ah, la merveilleuse tarte. En oubliant votre journal, le domestique a gâté ce matin votre petit déjeuner. Ce malheur ne pourrait-il pas être réparé? Voici justement un élégant café où vous allez parfois avec des amis. Mais pourquoi tout à coup vous souvenir du domestique? Vos ennuis de ce matin étaient déjà presque oubliés. Et maintenant, la tarte est-elle vraiment si bonne avec le café? Tiens, voici 2 jeunes femmes à la table voisine. Oh, quelle ravissante blonde. Elle vous glisse un regard tandis que vous l'entendez dire à sa compagne. Il est tout à fait de mon goût. En surprenant ces mots, prononcés peut-être à votre intention d'une voix un peu haute, oseriez-vous prétendre que vous n'avez pas éprouvé un tressaillement intime
Et si je vous demandais maintenant, cela valait-il vraiment la peine de vous mettre dans un tel état ce matin pour de si petites choses? Vous me répondriez bien entendu par la négative, et jureriez qu'à l'avenir cela ne vous arrivera plus. Est-il besoin de dire comment votre humeur se transforma tandis que vous faisiez la connaissance de cette blonde pour laquelle vous éprouviez de l'intérêt, et qui en éprouvait aussi pour vous, et ce que fut votre état pendant tout le temps que vous avez passé avec elle? Vous êtes retourné chez vous, une chansonnette aux lèvres, et même le spectacle de votre miroir brisé n'a tiré de vous qu'un sourire. Mais à propos, cette importante affaire pour laquelle vous étiez sorti ce matin, vous venez seulement de vous la rappeler. Pas mal, hein? Bah, on peut toujours téléphoner. Vous allez à l'appareil et la demoiselle vous donne un faux numéro. Vous sonnez de nouveau et l'erreur se répète. Un homme vous signifie alors que vous l'embêtez. Vous dites que ce n'est pas de votre faute, et de fil en aiguille, vous apprenez avec surprise que vous êtes un goujat, un idiot, et que si vous sonnez encore une fois, Un tapis qui s'est pris sous vos pieds provoque une tempête d'indignation, et il faut entendre sur quel ton vous réprimandez le domestique qui vous apporte une lettre. Cette lettre est d'une personne que vous estimez et dont l'opinion vous importe beaucoup. Le contenu en est si flatteur qu'en la lisant votre irritation se dissipe peu à peu pour faire place à cette confusion délicieuse de l'homme qui entend prononcer son propre éloge. Et c'est dans l'humeur la plus agréable que vous en achevez la lecture. Je pourrais continuer ainsi à faire le tableau de votre journée. Ô vous, homme libre! Peut-être croyez-vous que j'exagère? Non. C'est un instantané photographique, rigoureusement exact, d'après nature. Parlant de la volonté de l'homme et des différents aspects de ses manifestations, soi-disant autonomes, qui ne sont que matière à sophistication et à auto-adulation pour ceux d'entre les esprits contemporains que l'on nomme des chercheurs, alors qu'ils ne sont, selon nos vues, que des naïfs, il ne sera pas mauvais de rappeler ici ce qui a été dit par Gurdjieff dans une autre de ses conférences. L'ensemble des idées qu'il exposa en cette occasion peut en effet fort bien mettre en lumière le caractère illusoire de cette volonté qui est aujourd'hui attribuée à tout homme. Il s'exprima ainsi. L'homme apparaît au monde tel une feuille de papier vierge, et tous de salir aussitôt cette feuille en la couvrant à l'envi d'inscriptions de toutes sortes, éducation, leçons de morale, informations dites scientifiques, notions diverses de devoir, d'honneur, de conscience, et ainsi de suite. Et tous proclament le caractère immuable et infaillible des méthodes dont ils se servent pour greffer ces branches à l'arbre de la personnalité de l'homme. La feuille peu à peu se salit, et plus elle a été salie, c'est-à-dire plus un homme est farci d'informations éphémères et de toutes ces notions de devoir, d'honneur et autres qui lui ont été inculquées ou suggérées, plus il passe pour intelligent et méritant aux yeux de son entourage. Et la feuille salie, voyant que les gens prennent sa saleté pour un mérite, finit par se considérer elle aussi de la même façon. Voilà le modèle de ce que nous désignons du nom d'homme, en le faisant suivre bien souvent de mots tels que talent ou génie. Et notre talent, s'il ne trouve pas à son réveil ses pantoufles au pied du lit, est d'une humeur exécrable pour toute la journée. L'homme ordinaire n'est pas libre, ni dans sa vie, ni dans ses manifestations, ni dans ses humeurs. Il ne peut pas être ce qu'il voudrait être, ni même ce qu'il se croit. L'homme, cela sonne fièrement. Le nom d'homme signifie par lui-même couronne de la création. Mais ce titre convient-il réellement aux hommes contemporains? Et pourtant, il est bien vrai que l'homme doit être la couronne de la création, puisqu'il a en lui toutes les possibilités d'acquérir des données exactement semblables à celles du réalisateur de tout ce qui existe dans l'univers. Pour avoir le droit de se dire un homme, il faut en être un. Et pour en être un, il nous faut avant tout, avec une persévérance infatigable et une impulsion de désir inextinguible de toutes les parties distinctes et indépendantes qui constituent notre présence générale, c'est-à-dire avec un désir venant simultanément du pensée, du sentiment et de l'instinct organique, travailler à acquérir une complète connaissance de nous-mêmes, tout en luttant sans relâche contre nos propres faiblesses subjectives, puis, prenant appui sur les résultats ainsi obtenus par notre seule conscience, et qui mettent en lumière les défauts avérés de notre propre subjectivité, aussi bien que les moyens qui permettront de les combattre, parvenir à les déraciner par une attitude impitoyable envers nous-mêmes. À parler franchement, l'homme contemporain, tel que nous pouvons le connaître quand nous sommes capables d'impartialité, n'est ni plus ni moins qu'un simple mécanisme d'horlogerie,
d'une construction très complexe, il est vrai. L'homme doit donc s'efforcer de pénétrer chacun des aspects de sa mécanicité afin de la comprendre à fond, sinon il ne parviendra jamais à apprécier dans toute son ampleur, avec toutes les conséquences et les résultats qu'elle implique, la signification que cette mécanicité peut avoir, aussi bien pour son propre avenir que pour la justification du sens et du but de sa venue au monde et de son existence. Pour celui qui désire étudier la mécanicité humaine en général, et bien élucider sa nature, le meilleur objet d'étude est certainement lui-même et sa propre mécanicité. Mais une étude efficace et une compréhension sensée, avec tout l'être, et non pas en psychopathe, c'est-à-dire avec une seule partie de la présence entière, ne peuvent être que le résultat d'une observation de soi correctement conduite. Au sujet de cette possibilité de conduire correctement une observation de soi, sans risque d'encourir aucune des conséquences maléfiques qui résultent trop souvent de tentatives de cet ordre, lorsqu'elles sont amorcées sans les connaissances requises, il nous semble indispensable de dire, pour éviter tout excès d'enthousiasme, que selon notre expérience, basée sur de multiples informations exactes, la chose n'est pas du tout aussi simple qu'il peut paraître à première vue, et c'est pourquoi nous prenons comme base d'une observation de soi correctement conduite l'étude de la mécanicité de l'homme contemporain. Avant même d'entreprendre l'étude de cette mécanicité et de tous les principes requis pour une observation correcte de soi, l'homme doit décider une fois pour toutes qu'il sera sincère envers lui-même sans aucune réserve, qu'il ne fermera les yeux sur rien, ne se dérobera à aucun résultat où qu'il le conduise, qu'il n'aura jamais peur de tirer des conclusions et ne se fixera à l'avance aucune limite. D'autre part, afin que l'explication de ces principes puisse être convenablement saisie et assimilée par chacun de ceux qui suivront cet enseignement nouveau, il est indispensable d'instituer une forme de langage approprié, la forme actuelle ne convenant en rien à de telles élucidations. En ce qui concerne la première condition, il faut dès le départ avertir l'homme qui n'est pas habitué à penser et à agir selon des lignes conformes à ses principes d'observation de soi, qu'il lui faudra un grand courage pour accepter sincèrement les résultats obtenus et ne pas se laisser rebuter, mais s'y soumettre et persévérer avec l'opiniâtreté croissante qu'exige cette étude. Les conclusions qu'il devra tirer seront de nature à mettre sans dessus-dessous toutes ses convictions et croyances déjà profondément enracinées, aussi bien que l'ordre entier de ses façons de voir ordinaires. Et en pareil cas, un homme peut très bien se voir dépouillé, peut-être pour toujours, de toutes ses illusions agréables, de toutes les valeurs chères à son cœur qui lui avaient assuré jusqu'alors une vie tranquille et douillette. Par une observation de soi correcte, un homme peut dès les premiers jours comprendre clairement et reconnaître sans doute possible sa totale impuissance et son manque complet de ressources devant tout ce qui l'entoure. Il se convaincra ainsi de tout son être que chaque chose le dirige, que chaque chose le gouverne, lui-même ne gouverne et ne dirige rien du tout. Il est attiré ou repoussé non seulement par toutes les choses animées, qui ont en elles-mêmes le pouvoir de déclencher en lui telle ou telle série d'associations, mais encore par des choses entièrement inertes ou inanimées. S'il se libère de toute imagination de soi et de toute tendance à s'endormir, impulsion devenue inhérente à l'homme contemporain, il connaîtra que sa vie entière n'est rien de plus qu'une réaction aveugle à ses attractions ou répulsions. Il verra clairement comment se sont formées ses prétendues conceptions du monde, ses opinions, ses goûts, son caractère, etc. Bref, comment s'est constituée son individualité et sous quelle influence elle est susceptible d'être changée. Quant à la seconde condition, l'institution d'un langage correct, elle est indispensable, parce que le langage adopté de nos jours, qui a acquis, si l'on peut dire, droit de cité, ce langage dans lequel nous parlons et écrivons des livres et transmettons notre savoir et nos conceptions, a perdu, selon nous, toute valeur pour un échange de vues tant soit peu exact. Les mots dont est fait notre langage contemporain ne peuvent, par suite du sens arbitraire que les gens leur donnent, véhiculer que des notions indéfinies et relatives. Aussi l'homme ordinaire les prend-il d'une manière très élastique. Selon nous d'ailleurs, si cette anomalie s'est introduite dans la vie des hommes, c'est une fois de plus par la faute du système anormal d'éducation appliqué aux jeunes générations. Et ce système en est en grande partie responsable, parce que, comme nous l'avons déjà dit, à force d'obliger les jeunes à répéter comme des perroquets le plus grand nombre possible de mots, sans jamais leur apprendre à les différencier autrement que par leur sonorité, comme si le sens qu'ils contiennent n'avait aucune importance, ce système d'éducation est arrivé peu à peu
à faire perdre aux gens toute faculté de réfléchir sur la signification ou la portée des mots qu'ils disent ou qu'on leur dit. Cette faculté s'étant atrophiée chez les gens, cependant que subsistait pour eux la nécessité de transmettre leurs pensées de manière plus ou moins exacte, ils se sont vus obligés, en dépit du nombre déjà illimité des mots des langues contemporaines, soit d'emprunter des mots à d'autres langues, soit d'en inventer sans cesse de nouveaux, et tout cela pour aboutir au résultat suivant. Lorsqu'un homme contemporain veut exprimer une idée pour laquelle il dispose d'un grand nombre de mots apparemment adéquats, et qu'à cette fin il choisit un mot que ses considérations mentales lui désignent comme le plus juste, il éprouve en même temps d'instinct un doute quant à la justesse de son choix, et redonne alors inconsciemment à ce mot le sens subjectif qu'il a toujours eu pour lui. Par suite de cette habitude déjà automatisée et de la disparition graduelle de toute capacité de concentrer et de maintenir en lui une attention active, l'homme ordinaire, toutes les fois qu'il prononce ou entend un mot, souligne sans le vouloir tel ou tel aspect de la notion que ce mot exprime, réduisant ainsi invariablement sa signification totale à un seul trait. En d'autres termes, au lieu de recouvrir toutes les implications de l'idée donnée, ce mot ne signifie plus pour lui que le premier sens venu à son esprit, au hasard du déroulement automatique des associations, et par conséquent chaque fois que, dans le courant de la conversation, l'homme entend ou énonce un même mot, il lui donne un sens différent, parfois en totale opposition, avec le sens propre du mot donné. Pour tout homme relativement conscient de ce fait, et tant soit peu capable d'observation, la conversation de deux de nos contemporains devient, surtout lorsque de nouvelles personnes viennent s'y adjoindre, un véritable festival sonore tragicomique. Chaque interlocuteur introduit son propre sens subjectif dans toutes les expressions formant les centres de gravité successifs de cette symphonie de mots sans contenu, et pour l'oreille de notre observateur impartial et averti, cela n'évoque rien de plus que ce qui est appelé dans les anciens contes sino-kouloupianiens des Mille et une nuits, une fantastique absurdité cacophonique. Conversant de cette façon, nos contemporains s'imaginent qu'ils se comprennent les uns les autres, et ils sont même certains de se transmettre leurs pensées. Nous, qui nous appuyons sur de nombreuses données indiscutables confirmées par des expériences psychophysico-chimiques, affirmons catégoriquement que nos contemporains, aussi longtemps qu'ils resteront ce qu'ils sont, c'est-à-dire des hommes ordinaires, ne parviendront jamais, quel que puisse être le sujet dont ils parlent, et surtout s'il s'agit d'un sujet abstrait, à entendre par les mêmes mots les mêmes idées, et que par conséquent ils ne se comprendront jamais les uns les autres. C'est pourquoi, chez l'homme contemporain ordinaire, toute expérience intérieure, même une expérience douloureuse qui pourrait l'obliger à penser et l'amener à des résultats logiques, susceptibles d'être parfois très bénéfiques pour les personnes de son entourage, demeure inexprimable et se transforme simplement pour lui en ce que l'on appelle un facteur d'asservissement. Pour cette raison, l'isolement de la vie intérieure de chacun s'accroît encore, et ce que l'on nomme l'instruction mutuelle, si nécessaire à toute existence collective, disparaît de plus en plus. Par suite de la perte de toute faculté de réflexion, l'homme ordinaire contemporain, lorsqu'il entend ou qu'il emploie dans la conversation un mot que seule sa sonorité lui rend familier, ne s'arrête jamais pour penser à ce mot et ne se demande même pas quelle est sa signification exacte, car il a déjà décidé, une fois pour toutes, qu'il le connaît et que les autres le connaissent aussi. Certes, la question peut se lever en lui s'il entend pour la première fois un mot tout à fait nouveau, mais en pareil cas, il se contente d'en substituer un autre dont la sonorité lui est familière, et s'imagine alors qu'il l'a compris. Pour rendre plus clair ce qui vient d'être dit, un excellent exemple nous sera donné par un mot bien souvent employé de nos jours, celui de monde. Si les gens pouvaient saisir tout ce qui se passe dans leurs pensées, chaque fois qu'ils entendent ou qu'ils prononcent le mot monde, la plupart d'entre eux devraient admettre, à condition naturellement de bien vouloir être sincères, qu'il n'évoque pour eux aucune notion précise, leur oreille ayant capté un son auquel elle est accoutumée et dont le sens leur est soi-disant connu. C'est comme s'ils se disaient à eux-mêmes « Ah oui, le monde, je sais ce que c'est », sur quoi, en toute sérénité, ils passent outre. Si délibérément quelqu'un attirait leur attention sur ce mot et savait les obliger à dire ce qu'ils entendent au juste par là, ils se montreraient tout d'abord décontenancés, mais reprenant bien vite leur aplomb, c'est-à-dire se mentant aussitôt à eux-mêmes, ils se rappelleraient la première définition venue qu'ils présenteraient comme la leur, bien qu'en fait, ils n'y aient jamais pensé auparavant.
Et si ce quelqu'un possédait sur plusieurs de ses contemporains, même choisis parmi ceux qui ont reçu ce qu'on appelle une bonne instruction, une autorité suffisante pour les contraindre à dire exactement ce qu'ils entendent par le mot « monde », on les verrait alors tourner autour du pot avec tant d'embarras que l'on se souviendrait de l'huile de ricin avec attendrissement. Par exemple, celui qui a parcouru quelques livres d'astronomie dira que le monde est une multitude de soleils entourés de planètes, situés à des distances colossales les uns des autres, et formant dans leur ensemble ce qui est appelé la Voie lactée, au-delà de laquelle, à des distances incommensurables, et hors des limites des espaces accessibles à nos investigations, il est à présumer que se trouvent encore d'autres constellations et d'autres mondes. Un autre, intéressé par la physique contemporaine, parlera du monde comme d'une évolution systématique de la matière, commençant avec l'atome et s'élevant jusqu'aux plus grandes agglomérations telles que les planètes et les soleils. Peut-être se référera-t-il à la théorie de la similitude du monde des atomes et des électrons avec le monde des soleils et des planètes, et ainsi de suite, dans le même style. Un autre encore, qui, pour quelque raison, a fait sa marotte de la philosophie, et a lu tout le micmac relatif à ce sujet, dira que le monde n'est que le produit de notre représentation et de nos imaginations subjectives, et que notre Terre, par exemple, avec ses montagnes et ses mers, avec ses règnes végétal et animal, n'est qu'un monde d'apparence, un monde illusoire. Un homme au courant des dernières théories de l'espace polydimensionnel dira que le monde est habituellement considéré comme une sphère infinie à 3 dimensions, mais qu'en réalité un monde tridimensionnel ne peut pas exister comme tel, et qu'il est seulement la section imaginaire d'un autre monde à 4 dimensions, d'où vient tout ce qui se passe autour de nous et auquel tout retourne. Un homme dont la conception du monde se fonde sur les dogmes de la religion déclarera que le monde est l'ensemble des choses existantes, visibles et invisibles, que Dieu a créées et qui dépendent de sa volonté. Dans le monde visible, notre vie est brève, mais dans le monde invisible, où l'homme reçoit la récompense ou le châtiment de tout ce qu'il a fait durant son séjour en ce monde visible, la vie est éternelle. Une personne entichée de spiritisme dira que parallèlement au monde visible, il en existe un autre, un monde de l'au-delà, et que des communications ont déjà été établies avec les êtres qui peuplent cet au-delà. Un fanatique de la théosophie ira plus loin encore, et affirmera qu'il existe 7 mondes qui s'interpénètrent les uns les autres, composés d'une matière de plus en plus raréfiée, et ainsi de suite. Bref, pas un seul d'entre nos contemporains ne serait capable de donner une définition exacte, acceptable, pour tous, du sens réel du mot « monde ». Toute la vie intérieure de l'homme ordinaire n'est rien de plus qu'un contact automatisé entre 2 ou 3 séries d'associations faites d'impressions antérieurement perçues et fixées en chacune de ces 3 localisations de nature diverse ou cerveau, sous l'action d'une impulsion quelconque surgissant en lui par hasard. Lorsque ces associations réapparaissent, c'est-à-dire lorsqu'il se fait une répétition d'impressions correspondantes, l'on constate que sous l'influence de quelque choc accidentel, extérieur ou intérieur, elles déclenchent dans une autre localisation la répétition d'impressions de même nature. Toutes les particularités de la conception que se fait du monde un homme ordinaire et les traits caractéristiques de son individualité résultent et dépendent à la fois de l'ordre dans lequel les impulsions apparaissent en lui au moment où il perçoit de nouvelles impressions et de l'automatisme par lequel se déclenche le processus de répétition de ces impressions. Et cela explique, comme l'homme ordinaire lui-même peut toujours l'observer, l'incohérence des diverses associations n'ayant entre elles rien de commun, qui se déroulent simultanément en lui dans son état passif. Ces impressions sont perçues dans la présence générale de l'homme grâce aux 3 sortes d'appareils récepteurs des 7 vibrations planétaires centres de gravité qui se trouvent en lui comme en tout animal. La structure de ces appareils de perception est la même dans toutes les parties du mécanisme. Il consiste en des dispositifs rappelant des rouleaux ou des disques de cire vierge pour phonographe. Sur ces rouleaux, toutes les impressions reçues s'enregistrent dès la naissance, et même plus tôt, dès la période de formation dans le sein de la mère. En outre, les divers appareils constituant ce mécanisme général possèdent un certain dispositif automatique, grâce auquel toute impression nouvelle se trouve enregistrée, d'une part parallèlement aux impressions similaires antérieures, et d'autre part dans un ordre chronologique. Ainsi, toute impression vécue s'inscrit en plusieurs endroits et sur plusieurs rouleaux, où elle se conservera dans toute son intégrité. Ces impressions gravées ont la propriété,
chaque fois qu'elles entrent en contact avec des vibrations de même nature et de même qualité, de s'animer d'elles-mêmes. Elles sont alors le lieu d'une action semblable à celle qui a provoqué leur première apparition. C'est cette répétition d'impressions antérieurement perçues qui engendre ce que l'on appelle une association, et ceux des éléments de cette répétition qui tombent dans le champ de l'attention de l'homme conditionnent ce que l'on appelle la mémoire. La mémoire d'un homme ordinaire, comparée à celle d'un homme harmonieusement développé, est, on ne peut plus mal adaptée à l'utilisation de sa réserve d'impression au cours de sa vie responsable. À l'aide de sa mémoire, l'homme ordinaire ne peut retrouver et utiliser qu'une part infime de sa réserve totale d'impression, tandis que la mémoire d'un vrai homme tient compte de toutes les impressions, sans exception, à quelque moment qu'elles aient été perçues. De multiples expériences ont été faites, établissant avec une exactitude incontestable que tout homme se trouvant dans certains états, correspondant par exemple à un certain degré d'hypnose, peut se souvenir des moindres choses qui lui sont arrivées. Il peut se rappeler tous les détails environnants et les visages, les voix de toutes les personnes de son entourage, depuis le premier jour de sa vie, lorsqu'il était encore, au dire des gens, un être inconscient. Lorsqu'un homme est dans un de ces états, on peut artificiellement mettre en marche même les rouleaux cachés dans les coins les plus obscurs de son mécanisme. Mais il arrive aussi que ces rouleaux se mettent en marche d'eux-mêmes, sous l'influence d'un choc, manifeste ou non, provoqué par une émotion quelconque, et devant l'homme apparaissent alors soudain des scènes oubliées depuis longtemps, des images, des visages, et ainsi de suite. À cet endroit, j'interrompis le lecteur de cette conférence, et jugeai opportun d'ajouter ce qui suit.